Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Yoribien, qui, ensemble avec son associé Thierry Decoepe, forme le bureau V+, bureau Vert+ d'architecture, bureau bruxellois, qui a été fondé en 1998 à Bruxelles, et donc qui très rapidement a gagné plusieurs concours et qui a gagné plusieurs prix avec leurs projets et leurs réalisations. Entre autres, le prix pour Renouveau Plaisir d'architecture qu'ils ont remporté. Ils ont pu aussi inaugurer le cycle de conférences pour les jeunes architectes niche à Beaux-Arts en 2004. Et donc, dans cette époque, début des années 2000, ils se sont très rapidement fait connaître comme la référence du jeune bureau émergent et prometteur en Belgique. Donc, c'est un bureau en fait, qui participe à beaucoup de concours et qui mise surtout sur des projets publics, projets culturels, projets dans l'associatif, des logements collectifs surtout aussi. Et donc, je cite quelques projets que vous connaissez sans doute tous. Je pense évidemment au Cinéma Souvenir ici à Liège. Un projet qui a remporté beaucoup de prix, le prix de la ville de Liège, le Building Award, mais qui a aussi été nominé pour le prix prestigieux européen de Miss Van der Rohe Award. Après, je pense à d'autres projets comme le Mirador, les logements au cœur de Bruxelles, ou la rénovation et l'extension du centre communal de Montigny-le-Tilleul, qui récemment a été publié aussi en A+, et qui a remporté aussi le prix pour la maîtrise d'ouvrage. Donc un parcours très intéressant, et maintenant en fait nous sommes 20 ans plus tard, presque, depuis 99, bon, presque maintenant. Donc le bureau est un peu moins jeune, et un peu moins émergent. Mais justement, un bureau qui maintenant est établi, un bureau qui est devenu une référence, pas comme jeune bureau émergent, mais justement pour des jeunes bureaux émergents, une référence pour son architecture, pour son projet, pour ses projets, et aussi pour son approche. Et je cite Jörn qui me parlait justement que l'approche de V+, est une approche où on voit l'architecture pas seulement comme une écriture, comme un style, comme une posture, mais plutôt à travers son potentiel de générosité. Voilà, je passe la parole à Yoribien. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et donc, merci pour cette invitation. Je l'ai écrit, je vous remercie pour cette invitation et pour cette introduction. Je suis touché, et également ravi d'être sorti de la crise de la trentaine, et enfin sortir du cadre émergent. Pour ne pas me perdre dans des grandes généralités sur l'état et l'avenir de l'architecture dans le monde et ici chez nous, ou sur l'évolution des pratiques professionnelles, je vous propose en fait ce soir de traverser 6 projets qui sont assez représentatifs de certains aspects ou sensibilités qui nous touchent dans le pratique. Donc vous aurez ce soir, c'est pratiquement comme un menu d'un repas, un espèce de voyage, vous aurez 3 projets d'équipement public qui se situent sur en hommage à votre invitation, sur le sillon absolument international de la Sambre et de la Meuse, donc à proximité relative ici. Ensuite, je vous propose en guise d'escapade exotique un petit projet beau comme un camion, sans détail, pour peu de sous, dans le bucolique Brabant-Wallon, pour ensuite terminer ma proposition avec 2 projets également publics dans un contexte beaucoup plus turbulent, métropolitain, beau et tortueux, donc Bruxelles, qui ont un projet qui nous a amené à développer des postures qui sont parfois pas habituelles dans le cadre d'une pratique conventionnelle de l'architecture, à savoir
l'idée, le projet, l'œuvre, le bâtiment, mais plutôt d'aborder les choses par un autre côté. Juste avant tout de rentrer dans la matière, je propose un petit préambule. Pour être très clair, c'est que V+, effectivement, c'est deux associés, c'est plusieurs collaborateurs. On va dire que c'est comme une espèce d'hydre avec plusieurs têtes fortes, plusieurs personnalités, parfois complémentaires. Donc vous m'excuserez si ce soir, parfois, le nous dit académique glisse vers par un jeu parfois plus habité. C'est simplement un testament de certaines de mes sensibilités personnelles. D'autre part, et là, enfin, on peut passer à la prochaine image. Dans quel sens ? Si, bien entendu, l'architecture pour nous consiste à concrétiser à travers le secteur, certes ingrat, de la construction, mais à concrétiser au fait des rêves, des désirs, des émancipations de contraintes, bref, de produire des choses qui prétendent à d'autres univers. Par contre, à force de pratiquer ici, en Belgique, ici et maintenant, notre pratique est effectivement fort traversée par l'aspect contextuel. C'est-à-dire qu'une architecture, pour nous, est toujours liée à un contexte, que ce soit celle de la production ou celle de l'environnement dans lequel elle se situe, et qu'on est effectivement assez sensible à cette question de en quelle mesure le projet, quelle relation il entretient avec celui-ci. Alors bien entendu, vous savez que ce contexte en Belgique est certes beau, riche, parfois absurde et complexe, et bien entendu, parfois ardu. Bien entendu, ardu parce qu'il y a des flous dans la définition d'un programme, il manque toujours un peu de sous, ça a été budgétisé 4 ans avant la parution du concours, les maîtres d'ouvrage, peut-être trop naïfs, sont parfois un peu fragiles, ardu parce que de notre côté, on doit avouer qu'on est effectivement un peu exigeant avec nous-mêmes, à savoir qu'on n'a pas juste envie de résoudre des équations, mais d'amener des équations de contraintes, mais d'amener des propositions qui parfois sont bien obligés, vu que c'est tellement compliqué, à prendre des chemins parallèles. C'est la fameuse question du déplacement, du pas de côté du tango, c'est-à-dire prendre une posture où peut-être on enlève une des contraintes pour élargir la question et offrir des potentiels. Certes, face à ça, le projet également, ce qu'on attend de lui pour nous, c'est qu'il a également une posture d'engagement. Donc si je prendrais une phrase très simple, en déant votre chemin quotidien, trouvez quelque chose que vous voulez améliorer et faites-le. Ça a été véritablement ça le moteur du départ du bureau. Et c'est quelque chose qui pour nous est assez fondamental. C'est que quand on met dans un cadre de concours un projet, on a envie qu'il améliore la situation et n'est pas juste refléter, je dirais, une traduction de nos égos, certes bien charpentés. Dès lors, évidemment, nous aimons, nous sommes très sensibles à la question de ce que vous appelez la spatialité, c'est-à-dire de créer des intérieurs forts, parfois des détournements un peu potaches, je dirais irrévérentiels de quelque chose pour amener à d'autres univers, et peu importe les échelles ou les budgets, c'est surtout à travers sa construction et la sensibilité qu'on y met dedans, pouvoir donner peut-être un univers politique. Alors, rentrer en matière directe. Je vous propose donc Moucron, le musée du folklore, qui est associé particulier, c'est évidemment c'était un concours qu'on a remporté en prenant un risque justement de déplacer la question de l'implantation proposée lors de l'énoncé. Alors, évidemment, ce musée est fortement apprécié par Moucron, ils en sont très 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 fiers. On se dit juste maintenant qu'on devrait être à la hauteur, donc Mégamusée pourrait transformer le centre. Le projet a ça de particulier, c'est qu'il s'agit du musée du folklore. Alors d'habitude, le musée du folklore, c'est ça. C'est-à-dire des reconstitutions d'objets usuels, il y en a beaucoup en Belgique, c'est une des grandes spécialités. Ça n'était pas évident pour nous également de prendre une posture par rapport à ça. Ce que pour nous on traduisait, c'est effectivement, finalement, la qualité de ce genre de musées, ce sont des musées qui, ou pas nécessairement dans la reconstitution, mais en fait présentent ce qu'on appelle l'intelligence du geste, c'est-à-dire tous ces métiers, tous ces objets qui ont été fabriqués, non pas dans une logique de design, par un auteur, mais à travers des gestes qui sont transmis, et donc toute une part de notre culture, de notre héritage, surtout dans la question de Moucron, on se trouve effectivement dans une zone transfrontalière, ce qui appelle toute une série de trafics entre la magnifique France et la splendide Belgique. D'autre part, c'est assez particulier aussi, ça c'est le musée actuel du
cœur à Moucron. Et en fait, donc, l'objet du concours consistait à créer une extension à ce propre bâtiment. Et donc, là, vous voyez le site avec l'implantation de ce musée, le terrain à l'arrière, et était suggéré une implantation en fond de parcelle ici. Par contre, vous pouvez observer qu'on se trouve tout à fait dans un îlot énorme, avec un patrimoine industriel, des venelles qui passent à travers, il y en a une autre ici, une autre là-bas, et à l'intérieur d'îlot, avec tout ce charme de briques, d'extension, qui contraste effectivement avec parfois le côté un petit peu plus dépressif qu'on pourrait rencontrer dans ce ville infinie transfrontalière. Dès lors, en fait, le responsable de ce musée avait au départ juste envie d'avoir 4 toilettes en plus. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait demander des subsides de la communauté française et faire un contrat. Ça, c'était un concours. Et donc, c'était par exemple la proposition de la ville de Moucron d'une illustration de que pourrait être cette fameuse extension de ce musée. Fortement inspiré par ce projet, on a un petit peu regardé, élargi le propos, où, en fait, finalement, vous vous rendez compte que le terrain est extrêmement bien implanté. Ça, c'est le terrain du concours. On se trouve très proche de la gare. Et il existe en abord, autour de ça, toute une série de parcs. Et donc, il serait intéressant d'utiliser, en fait, tout cet aspect industriel, etc., pour lui donner, non pas une logique d'entrepôt et de matière, mais vraiment revenir avec des questions paysagères dans un contexte qui est extrêmement fort bâti. Je rappelle qu'au contraire du Canada ou aux États-Unis, où nous avons un grand monde sauvage et de temps en temps des parcelles de civilisation, en Belgique, nous avons une grande parcelle de civilisation avec de temps en temps des petites poches de nature, avec des émissions. Alors, ce cœur d'îlot, bien entendu, voilà, c'est l'inventaire de tous les bâtiments industriels qu'on trouve autour, et ici, vous voyez toutes les venelles qui distribuent tout ça. Il y a pratiquement tout un maillage qui existe dans ce contexte. Alors, très vite, lors de la proposition du concours, on s'est effectivement orienté vers sortir justement de l'imposition de faire l'extension à ce musée et de réenvisager tout le nouveau programme dans un nouveau bâtiment qui se situe encore du lot et qui surtout ouvre la perspective vers cet intérieur, parce que construire ici, c'est fermer la vue et fermer ce trésor. Et là, vous voyez par exemple la maquette d'implantation, où on comprend le bâtiment, les bâtiments industriels qui appartiennent au musée aussi, qui sont en stock, et le musée qui vient en prolongation de celui-ci, et qui forme, je m'illustre ici dans ce dessin, carrément un bâtiment en charnière entre d'une part un parvis plus urbain orienté vers la maison communale de Moucron et un jardin qui peut également être une part importante du musée, c'est-à-dire toute la question des gestes du folklore de l'agriculture, la culture de l'Inde et éventuellement l'implantation parfaite pour un petit cirque qui fait partie de ce univers aussi. Et là, vous voyez par exemple l'illustration de ces vénelles qui ont tout un charme, avec des briques peintes, avec des variations de silhouettes qui se développent, très très beau jeu de pavés, et le projet s'articule tout doucement en prolongation de cet univers-là, avec également une échelle assez domestique. Vous verrez que c'est une dimension assez importante, et puis ce point de repère fort qui est typiquement dans l'axe de la place. Là, vous voyez par exemple le grand plan d'implantation avec son parvis à l'époque du concours, et ce parc qui illustre ici par exemple les champs, et une vieille maison qui existe dedans, qui est convertie en atelier pour enfants. Les stocks, les salles d'exposition, l'entrée, et bien entendu, comme tout bon centre culturel et tout musée en Wallonie, la salle polyvalente. Bah oui, important. Alors, particulier pour ce projet aussi, c'est que trouver un peu le ton pour exposer cette question du folklore. Bien entendu, on aurait pu faire un bâtiment assez gesticulateur, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ces objets? Vous allez avoir un sabot, vous allez avoir un métier à tisser, et on n'avait pas du tout envie de présenter la chose ni sous la forme de la reconstitution, en tout cas elle devrait pouvoir le permettre, mais pas uniquement sur le côté très très muséal de la chose, mais retraduire dans son architecture finalement la question de la domesticité. Et donc tout le bâtiment est conçu à partir de pièces qui ont chacune une taille et une hauteur différente, avec des fenêtres qui ont. Chaque pièce peut ainsi être thématisée et a, dans son caractère et ses proportions,
pratiquement l'aspect domestique de ces objets et les remettre dans une échelle. Imaginez que vous exposez tout ça dans une grande halle, ça évoque complètement quelque chose de différent, c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à cette question du folklore. Et éventuellement, ça permet, oui, de faire une reconstitution ici d'une brasserie, là de thématiser tous les objets transfrontaliers, et voilà. Alors, toutes ces pièces que nous avons indiquées sont vraiment de taille différente. Par contre, ce qui a été un peu difficile pour nous, c'est de déterminer quelle est la règle pour composer un bâtiment pareil. Alors, ce qui nous a fort aidé, c'est les sacro-saintes économies budgétaires qui ont permis le fait de créer un bâtiment de la même largeur que les halles et de faire quelque chose extrêmement tendu où toutes les pièces ont la même taille et c'est vraiment leur hauteur qui change. Quand je parle de changement d'auteur, c'est par exemple des pièces à 3,60 m, 4 m, 5 m, 7 m, 8 mètres. Ils sont tous modulés sur la brique et variablement le nombre d'or. Il y a aussi un patio et bien entendu un vilain petit canard qui est dans le parc. Et l'accès du parc maintenant se fait contrôler par ce passage ici et ce passage-là et le musée est tout à fait à cheval. Voilà, là c'est par exemple une illustration possible de circulation et des thématiques qu'on peut y venir loger. Chaque pièce a vraiment son caractère et en fonction de la gestion des tailles des ouvertures, on peut créer une thématique plus forte ensemble. Et la circulation, c'est un déambulatoire très très simple, très calme à travers toutes les choses et on traverse tout le sujet. Il faut savoir aussi que l'usager connaît son sujet sur les bouts des doigts, donc il n'y a pas une faucille, une hache, une petite poupée dont elle ne connaît pas exactement sa provenance, son histoire, son pourquoi, etc. Donc c'est un musée, de fait, où le contenu est très précis. Alors, chacune des ces pièces, effectivement, a des vues assez domestiques vers l'extérieur. Et puis, au cours du projet, je reviens tout d'un coup à quand l'architecture, on s'échappe un peu de l'intention. Mais dans le cadre de l'élaboration de dossiers d'exécution, on s'est rendu compte effectivement que c'était budgétairement beaucoup plus simple, à contrario de ce qu'on imaginait, mais c'est de construire une structure en béton extrêmement générique avec des grandes portées de 10 mètres, et donc on ne se trouve pas dans une construction telle que pour donner l'image d'une construction de mur, c'est-à-dire qu'on construit littéralement la pièce. Et donc on a un peu une dichotomie entre cette structure et l'écriture même de la pièce. Finalement, c'est quelque chose qui nous a extrêmement intéressés parce que ça nous a permis, bon là vous voyez effectivement cette structure et puis une ossature en bois qui fait tous des plafonds. Et cet aspect du gîtage est devenu un élément très important parce qu'il y a également une de ces illustrations de ce plafond, de ces planchers domestiques avant où il y avait encore le privilège de ne pas avoir de faux plafond, qui est évidemment une catastrophe dans les musées. Et ça peut donner à titre illustratif, par exemple, ce genre de pièces où même les cloisons intérieures sont construites en bois et peuvent dans un futur changer. Là, on voit par exemple le rapport des fenêtres qui donnent un jeu de lumière assez discret là-dedans. Nous permet également aussi de créer des pièces où on oublie tout le bâtiment, qui sont très très sombres. C'est par exemple la pièce où il y a tous les objets symboliques du reste, donc les fameux éléments un peu emblématiques. Et d'un autre côté, permet aussi d'imaginer les bâtiments, qu'est-ce qui serait sans toutes ces cloisons. C'est-à-dire qu'on aurait tout d'un coup une grande halle avec un plafond avec toutes les variations d'auteur. Et la salle polyvalente a ce même genre d'expression-là. Donc, en somme, un bâtiment relativement calme, très retenu, où on a vraiment exploré cette question très simple. Bien entendu, il reste encore le douloureux chapitre de la scénographie intérieure, et tout se joue sur les questions de socle et pas de socle. J'ai proposé cette image juste pour vous illustrer que c'était encore en cours, et qu'on y attrape parfois à la grosse tête, surtout que c'est une collaboration avec un bureau parisien, qui n'a parfois pas tout à fait la même vision. Un autre aspect important, c'est le fameux chapitre dans le cadre de ce projet de la fameuse intégration de l'œuvre d'art, les fameux 1%, 10% ou 5%, qui est issu, c'est Simon Boudvin, un artiste assez brillant, qui travaille principalement dans la question de l'archivage et du retournement des choses, et qui ici nous a proposé, dans ce qui va se faire, de justement profiter de tout savoir-faire de briqueterie qui existait dans
la région, qui sont très riches en argile, et de travailler avec une sélection de briques récupérées, un peu à l'image de ceci, et d'amener vraiment un panel de mélange de briques et dans le cahier de charge, qui fait partie du projet, qui ensuite sera chaulé délicatement, ce qui fera que le bâtiment, enfin on l'espère, peut avoir tout d'un coup cette matière, ça c'est la vue depuis le parvis, et pourra effectivement tout à fait s'intégrer dans toutes les questions des extensions. Là c'est le bâtiment à son arrière. Bref, en somme, un projet que personnellement je l'aime beaucoup, justement par cet aspect que c'est écrit comme un bâtiment public, mais qu'il a en lui le fait de quelque chose de très très doux, très retenu, comme une brave petite maison. Et non pas un grand geste. C'est ça qui, je trouvais, être très juste par rapport à cet élément-là. Et ils sont très forts parce qu'il fait toujours plaisir. Alors, bien entendu, on nous positionne dans un rôle d'expert. J'ose espérer qu'on sera à la hauteur. Charleroi Phoenix. Ici, je vous invite à faire un voyage dans une ville que certes vous connaissez tous, où je pense vraiment qu'il y a beaucoup de travail et de la place pour tous les futurs architectes ici présents. Charleroi, qu'est-ce que c'est? Charleroi, c'est... Voilà. Donc, Charleroi, c'est à la fois une riche histoire industrielle, on la remet comme la ville sauvage, le Bronx belge. Mais en même temps, Charleroi, c'est aussi une très grande naïveté volontariste. Par exemple, un énorme ring qui fait tout le tour de la ville. Bon, le chantier a duré tellement longtemps que forcément plus personne ne veut regarder un chantier. Donc on y a construit, youpi, des cités administratives et bien entendu tous des parkings. Il faut savoir également que Charleroi a un marché qui fonctionne très très bien, qui est desservi par la gare ici, marché qui se trouve dans le haut de la ville, et vous avez le bas ici, le haut. Charleroi qui est également victime, je dirais, de trop de gestion relationnelle ou d'absence de gestion relationnelle ou d'incompétence, c'est-à-dire que tout d'un coup on arrive à des situations absurdes où tout le bas de la ville est pratiquement aux mains d'un même promoteur qui laisse carrément pourrir la ville. Et dans ce cadre-là, Charleroi donc, a bénéficié des subsides FEDER, ce sont des fonds européens qui permettent de financer les grosses interventions. Et un de ces fameuses opérations s'appelait donc effectivement le Phoenix 5 et concernait d'une part le réaménagement de toutes les berges du quai et la transformation de la Banque nationale, un parfait bâtiment en très bon état des années 80, certes un peu lourd, mais il avait tout à fait son honneur, il ressemblait bien à une banque, et la reconvertir ceci dans ce qu'ils appelaient la Porte des Arts. Le titre est horrible, mais il reflète parfaitement, je dirais, l'enthousiasme. Une autre particularité de ce projet, c'est que, je veux dire, c'est là où on a été confronté peut-être au cahier de charge le plus absurde de la Terre. Il nous demandait une passerelle avec des cellules photovoltaïques qui passaient du premier étage pour aller dans la future centre de poste où il se passe strictement dit rien. Il nous demandait de faire un cinéma avec minimum 2 salles, ici 4, il y a moyen, mais le budget c'est pour 2. Mais on sait tous qu'un cinéma, vous voyez ici à Sévigné, il faut minimum 4 salles pour que ça fonctionne. Enfin bref, des résidences pour artistes, lesquelles et bien entendu, le bâtiment est lancé par la ville avec conviction, mais il n'y a toujours pas véritablement d'usagers. Donc qui va utiliser ce bâtiment? Par usager, j'entends ceux qui vont faire la programmation, gérer le bâtiment, faire le contenu, etc. Bref, on va fabriquer un magnifique n'importe quoi, certes beau, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance en l'architecture, c'est-à-dire dans sa capacité à pouvoir accueillir et peut-être être un peu flexible face à des appropriations diverses où on est assez réservé là-dessus. Alors, voilà, une caricature de Charleroi où effectivement son contexte très large, le canal qui relie Bruxelles, développement des usines qui se trouvent en perspective, ce fameux ring, ce pont, la passerelle, le haut de la ville et ce du canal. Et très particulier aussi, c'est qu'en face de ce canal et entre les rings, toute cette zone-ci est en fait un des plus grands secteurs potentiellement à développer à Charleroi.
Le projet, assez simple, donc d'une part un traitement des berges pour améliorer la relation qui était inexistante avec l'eau. Bon, on peut appeler ça de l'eau, hein, mais je veux dire, c'est noir comme du mazout. Ça, c'est le fameux pont qui existe, qui est particulier parce qu'il est surélevé, afin que les péniches puissent passer. Et bien entendu, cette magnifique passerelle qui ne relie absolument rien, qui est même très dure à se poser parce que juste en face, on a, digne encore de Charleroi et de leur enthousiasme, une trémie en béton fraîchement construite lors de l'apparition du concours. Et donc le projet s'articule ici dessus, vous avez la place principale, et puis cette porte des Arts, et une des actions fortes, c'est justement qu'on conserve cette bande, on crée un nouveau cinéma à l'arrière pour séparer clairement les zones d'intervention de chantier, entre le plus grand bar de Charleroi, et on crée surtout une nouvelle percée qui est directement en connexion avec la fameuse place Albert, où il y a un très beau bâtiment qui va disparaître aussi, et qui a un parking qu'ils vont construire en dessous, on espère qu'il ne sera pas surélevé, il y a la zone d'intervention de Jean Nouvel, enfin bref, on n'en sait pas trop quoi. En tout cas, on articule le bâtiment autour d'une connexion urbaine. Une illustration possible de l'aménagement des quais à l'époque du concours, c'est clairement le travail des berges, utiliser les chemins bas, un nouveau chemin d'allage pour faire une piste verte à vélo, cette fameuse PSL avec encore non résolu, comment on se penche d'un côté à l'autre. On a été très critique par rapport à cette passerelle. Ah oui, important, ce projet s'est fait en association avec l'ESCO, un autre bureau bruxellois. Et en gros, on s'est réparti un peu le travail. Je dirais qu'on s'est concentré sur le cinéma, se sont concentrés sur l'écriture de la berge et de la passerelle. Une autre illustration, alors un truc important, c'est qu'effectivement, juste faire une connexion ici me paraissait assez absurde au vu qu'on est à 100 mètres d'un pont qui existait déjà. Et dès lors, vu que c'était tellement absurde de vouloir relier ces deux berges, je ne sais pas comment on allait faire ici, on se proposait de faire la passerelle la plus large du monde, et qui, je suis pas ambitieux, je vais voir. Et ils ont d'ailleurs fait un jeu de mots, la passerelle. Faut la place pour tout le monde. Et avec des grands escaliers, parce que forcément il faut respecter à la hauteur pour que les péniches passent en dessous, et donc cette place, en fait, est tellement large qu'elle face au bâtiment, c'est en fait de lieu public appropriable. En fait, actuellement, ça fonctionne assez bien, ça a été inauguré, et tout le monde se photographie en selfie ici avec c'est nouveau les selfies, je ne sais pas comment ça passe, c'était. Alors, le projet est très simple, ici au-dessus les ateliers, le bureau et le cinéma en connexion avec la place Albert. Et puis, très important, c'est pratiquement comme ici à Sevenières, proposer le plus grand foyer de Charleroi. C'est-à-dire que Charleroi, il y a partout des petits cafés, il y a plein de bars échangistes, ils sont très sensuels. C'est Liège, on dit que c'est chaud, mais Charleroi, c'est encore plus chaud. Et puis, dans ce lieu dans lequel on pourrait imaginer que Paul Magnette pourrait fièrement fêter son million de triomphe électoral, mais qu'en même temps, il pourrait servir de lieu pour le nouveau festival de musique expérimentale trash et hardcore de Charleroi, ou alors simplement être un bar très chic où il pourrait, par vanité et par prestige, venir, pardonnez-moi l'expression, se la péter, avec des enfants le dimanche. Alors, dans ce cadre-là, là vous voyez par exemple la banque, tout à fait honorable, avec son aimant inox, la pierre bleue, bien entendu, stabilité Belgique, et ici la future brasserie, là vous êtes sur la passerelle, et puis là, effectivement, cette connexion, où on voit déjà au bout le bout de la rue, et de l'autre côté, le nouveau cinéma, qui, vous verrez, a effectivement des similitudes avec son grand frère, la Sevenière à Liège. Mais oui, ici, le concours était très rapide, on a carrément, effectivement, de manière très opportuniste, recyclé une série d'idées qu'on avait déjà expérimentées et qui, à notre humble avis, semblaient tout à fait adéquates avec le magnifique contexte intérim. Et toujours ce fameux ring. Alors, bon, le principe de base, effectivement, tout s'articule sur une rue intérieure où il y a effectivement cette grande brasserie, une grande volonté de transparence au rez-de-chaussée, avec la billetterie ici, de multiples accès des deux côtés. Ici en dessous, il y aura effectivement des lieux d'exposition, et puis le cinéma qui se met à cheval ici au-dessus, avec cette particularité qu'il faudra évidemment monter, passer le tout, redescendre dans ces salles. Ensuite, on pourra sortir sur l'espace intérieur, parce qu'évidemment, vous savez, dans tout cinéma, il y a un point où on contrôle les tickets. Voilà, alors là, effectivement, ça rappelle effectivement la Sevenière, c'est-à-dire
que oui, c'est un jeu évidemment de comment est-ce qu'on peut articuler le plus de salles dans un territoire assez étroit, et d'autres poursuivre cet univers où on ne montre pas dans le cinéma, je dirais, l'univers du cinéma, mais on l'exprime plutôt comme un bâtiment public, et où en fait est mis en scène de manière très très forte, évidemment, tous les infrastructures communes pour accéder aux salles. Donc ici on rentre, on monte, on est dans un premier foyer avec une vue vertigineuse sur la ville, vous avez un escalier le long de la façade, pas avoir peur, vous arrivez ici, vous accédez dans la fameuse grande salle, et les autres salles ici en dessous, là c'est les bureaux, et ici c'est l'escalier mystérieux qui permet d'accéder à cette salle ici en dessous, que vous aurez compris sera un peu plus particulière, salle aussi qui permet d'avoir une gestion parfois indépendante de ceci, et donc d'avoir des éléments publics qui pourraient se passer ici. Donc on a dans le même cinéma deux possibilités d'utilisation, et puis en transparence, derrière le fameux grand foyer bar de Charleroi. L'image digitale dans l'autre sens, et évidemment on a poussé cette découpe, ça a permis une énorme découpe en façade, et carrément d'exagérer toute cette partie publique, ce sont littéralement toutes les parties qui ont besoin de lumière, les autres étant opaques. La façade ici est traitée avec une tôle déployée, tout le reste est en rendu. L'autre chose aussi, c'est que le foyer, effectivement, on est très très proche de la rue, donc il y a vraiment un contact fort avec cette rue qui, avant, était très commerçante, maintenant elle est totalement à l'abandon, vu que tout est aux mains du promoteur qui laisse pourrir les choses en attendant que ça s'occupe. Et puis, ça c'est l'image, on voit effectivement à contre-jour tout le bâtiment, qu'est-ce qu'il pourrait donner avec ce fameux foyer expressif. C'est l'image de synthèse de base. Là, vous avez la version un peu plus sirupeuse pour convaincre le monde politique. Une incrustation photo. On devrait en faire aussi. Et oui, là, je rappelle effectivement également une spécificité qu'on a repris. Greenlook, quelque part, on mettait en scène cette circulation qu'elle est dehors, mais également aussi tout un travail sur comment utiliser la structure qui est inhérente dans ce cinéma, c'est-à-dire qu'il faut porter tous ces murs en voile de béton qui se trouvent autour de certains axes pour, comme ici, le fameux axe 2 dans le foyer du cinéma, ici à Liège, pour arriver à des formes expressives qui, par exemple, pourraient peut-être un peu s'échapper des fameux V que nous appliquons si souvent. Et là, vous voyez par exemple, en fait, la même particularité, c'est que le projet est très 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 étroit. Hein. On a pratiquement ici, presque 11 à 12, 15 mètres, ça reste finalement les dimensions de cette salle. Donc quand vous vous trouvez sur ce foyer ici, vous êtes pratiquement dehors, et là c'est l'escalier vertigineux, juste à côté du futur vitrage, qui est ici. Là vous voyez deux images qui illustrent bien ce passage, ce percement dans cette banque nationale. On longe le foyer, et puis ici au-dessus, ce foyer qui vient percher avec ses sorties qui accompagnent toutes les descentes. Un autre élément important, évidemment, c'est toute la relation visuelle vers cet intérieur d'îlot, dans lesquels, ça se base dans le dessin du concours, vient se loger effectivement ce grand bar qui à l'époque utilisait encore toute une série de structures existantes de la banque et qui prend en fait la hauteur existante de la fameuse salle des pas perdus de la banque. Un élément important aussi, c'est que ce bar se veut en fait, finalement un appel assez chaleureux, donc on prend un peu le principe d'un aménagement en bois qui part du sol et qui remonte et qui est assez chic. Et donc pas du tout reprendre l'univers, je dirais, déglingue ou noir ou toutes les références industrielles pour effectivement animer les quais. Là vous voyez par exemple une illustration naïve de ce bar avec un mobilier fixe comme il au milieu, tout un travail de revêtement de mur en bois, sûrement acoustique, et puis ce jeu de plafond, et ici une grande tâche avec tous les systèmes scénographiques pour les événements. D'où effectivement une très très grande capacité. C'est un peu le chantier en cours. Bon, évidemment, on s'est rendu compte que la structure de la banque n'est pas bien, qu'on a dû casser la toiture, on refait une, etc. Là, vous voyez le passage des escaliers, et dans l'autre sens, la vue qu'on aurait évidemment de ce foyer vers les fameux quais avec l'escalier structural qui a été rajusté pour irriguer cette banque nationale. Les quais aménagés, un espace partagé homogène avec des taches de feng shui, avec des petits galets, et le chemin de halage qui longe ici pour la piste, et tout le travail effectivement d'accès, de visibilité par rapport à l'eau. Je vous rappelais qu'avant, il y avait une pente pratiquement de 10%, et qu'on était dans la rue à cet endroit-ci, on ne voyait absolument pas l'eau, et que tout ceci était un énorme parking
qui est évidemment une occupation très très appréciée dans le monde. Et puis là, une illustration tout à fait radicale de cette grande place qui se heurte à ce grand bâtiment, c'est peut-être une invocation à sa démolition, en tout cas il pourrait se passer quelque chose là, mais à la Charleroi, on n'est jamais sûr de rien. Et évidemment une comparaison avec ce bâtiment, et on voit très très bien cette tribune en béton. Donc pour l'instant, on passe ici au-dessus, donc c'est pas descendre, hein, on reprend. Et à côté de ça, l'autre fameux pont, regardez toute la tendresse qui est église, les petits balcons, les garde-corps ouvragés, qui arrive évidemment à une autre spécialité bien de notre sillon international Sambre-et-Meuse, à savoir le collage de matériaux bucoliques, charmants, hétéroclites, plein de matériaux différents. Bref, Charles. Alors, ici je vous propose ma petite escapade pour sortir de ces équipements publics et qui nous permettra d'être peut-être un peu moins cynique pour l'instant. C'est une petite maison que je voudrais mettre en perspective avec un autre projet. Je dirais que souvent, quand on a affaire à la question de la maison individuelle ou de la villa, on est souvent confronté à des questions effectivement vraiment de desiderata, parfois injustifiées. Bref, c'est toujours une question de désir, avec une très grande capacité d'empathie pour le futur, et bien entendu, parfois aussi beaucoup de vanité, c'est-à-dire de ça. Alors, un élément important, ça vient également c'est issu dans un processus effectivement, on n'a pas fait beaucoup de maisons, donc chacune des maisons est très chargée. La première qu'on avait faite avait pour ambition de créer une enveloppe relativement simple, mais de proposer une intériorité très riche, très forte, et une surprise, surtout de se mettre dans un contexte de lotissement où, quand vous voyez les maisons à l'extérieur, vous savez déjà exactement comment vont être les plans à l'intérieur. Et en relation avec un autre projet dont on a eu la chance de construire une maison en France, qui proposait de faire la même logique intérieure, mais comment, tout d'un coup, de cette maison, créer un élément qui a un rapport un peu plus fort avec le paysage, surtout qu'ici il s'agit d'un paysage absolument à couper le souffle. Vous êtes au bord du lac, vous avez une position tout à fait exclusive. Je ne vous parlais pas du budget, je dis juste qu'on pourrait construire un petit centre culturel à Genappe avec ça. Mais en Allemagne, on ne saurait même pas faire une extension. La vue aussi qui peut être très sauvage en hiver, on a des vents de 120 km/h. Et puis vous avez cette maison qui, ma foi, n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. Des gens qui m'ont construit par un maçon qui a bien entendu montré tout son savoir-faire. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est une maison typique du XIXe siècle, très intérieure, avec un beau plan en proportion nombre d'or, les belles pièces à la française, et bien entendu très peu d'ouverture sur le paysage. Mais ce qui est très particulier aussi, bon, ça c'est tout le charme intérieur de cette maison, c'est qu'évidemment c'est un peu cette vieille France, ces éviers qui est là-dedans, le lit qui grince, les vieilles portes, ça c'est la porte d'entrée, ça c'est la porte de l'armoire. Il y a toute une qualité dedans qu'on a maintenue dans le projet, c'est-à-dire en gros cette maison qui est là un peu face avec un paysage qui est vraiment trop vaste pour elle, on l'appelait un peu la bourgeoise psychorigide, pourrait peut-être prétendre à s'ouvrir et se libérer. Et se donner un paysage. Et puis, une question fondamentale aussi, c'est que cette maison étant positionnée exactement au milieu du terrain, sur un terrain qui a un talus qui donne accès à ce fameux lac, bon, creuser les chambres ici en dessous, il était extrêmement important aussi que les extensions puissent vraiment restructurer l'espace autour de cette maison. C'est-à-dire que le côté nord, d'habitude une villa se met au milieu, le terrain il est nord, il est plus froid, à l'ouest, etc. Au sud il y a du soleil, mais il n'a pas vraiment de qualité. Donc on aura tout d'un coup une cuisine qui est creusée dans le sol et qui tire profit d'une terrasse, des balcons qui vont décrire ici une zone au soleil, une extension ludique, avec un passage en dessous et un côté nord beaucoup plus réservé, et puis d'un coup un chemin qui amène là-dessus. Et on a tiré parti fait de son programme qui à la base était assez simple, il voulait juste une grande cuisine. On était un peu plus loin parce que c'est une maison de vacances, il y a 9 entrées actuellement, et donc c'est un peu le principe de ces circulations, ce rez-de-chaussée qui donne contact à une pièce ici qui est une pièce à musique, qui doit forcément être isolée acoustiquement, et cette cuisine ici qui est un peu comme creusée dans les rochers. Et voilà, c'est le principe un peu du couteau suisse, où chacune des extensions qui sont littérales du bâtiment dessine des nouvelles zones pour créer, en fait, à partir de cette maison-là, un nouveau rapport au paysage. Donc on a maintenu la maison telle qu'elle était, peut-être de temps en temps agrandie un peu l'idée,
et positionner les principaux nouveaux lieux de vie autour pour que, en fait, comme il s'agit d'une maison de vacances, l'usage se fasse pratiquement autour et qu'ainsi les terrains se trouvent de nouveau valorisés. Extension évidemment au sens littéral du terme, donc une spécificité belge. On est dans un périmètre classé avec un château un peu plus loin, on est passé devant des architectes des bâtiments de France, c'est-à-dire l'équivalent de nos grands dieux des pompiers versus architecture. On l'a joué un peu à Benoît Poulfort, en disant bonjour les Belges. Et proposer donc voilà effectivement des balcons expressifs et cette pièce ici qui est totalement désarticulée par rapport au bâtiment, on peut passer en dessous, et ici les passages courant glaise vers les chambres qui sont enterrées. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais évidemment il faut mettre tout ça maintenant à l'échelle d'un paysage où toutes les courbes quelque part dialoguent avec la crête qui se trouve là-bas ici autour, et également on joue avec le mur périphérique qui est là. Par exemple ici c'est balcons, deux balcons qui sont communicants, qui me permettent de communiquer les deux chambres, balcons très très arrogants certes, qui voudraient offrir évidemment le passage entre la chambre de la fille préférée et la chambre de la maîtresse de maison, et qui offre bien entendu une possibilité de presque être dans le lac, et il pointe vers la ligne qui se trouve ici au bout, dans lesquelles tous les rois de Savoie sont enterrés. Et au bout, là au bout, il y a le Mont Blanc. Voilà, donc vous avez un projet où je dirais qu'on a poussé à bout, un principe simple, on a poussé à bout une capacité plastique pour créer une intériorité forte, mais qui n'est pas surtout à l'intérieur du bâtiment, mais qui est surtout vraiment ici autour. Et je voudrais mettre, là où est la cuisine, bon, cette dalle qui flotte, qui tient sur quelques écharpes, en relation avec une terrasse où il y avait une dame qui ne bouge pas, qui est ancrée, avec ce magnifique paysage. Et je vous parle de ce projet parce qu'après ce chantier qui a été toute une aventure humaine, on a été confronté à un autre client avec des budgets beaucoup plus modestes, mais tout autant d'ambition, c'est-à-dire que c'était deux personnes qui ont acheté un terrain pour y construire une maison bicéphale. Déjà, on a été chercher le dictionnaire pour voir ce que ça voulait dire. Et elle nous a transmis un carnet avec proprement noté toutes les choses qui lui sont propres et tout ce qui la touche. À la base, la demande est assez simple, c'est l'endroit wallon. Il s'agit de construire un atelier, mais très vite il s'est avéré que les clients souhaitaient parfois y rester le week-end, y loger. Et donc, ce fameux atelier devient presque une habitation. Par contre, la carte de l'atelier, c'est ce qu'on a utilisé. Là, vous voyez, eux aussi, ils ont droit à un beau paysage, un verger, avec l'hiver, c'est magnifique aussi, avec des voisins forts, charmants. Je serais incapable de dessiner ça, c'est trop beau. Et puis, très particulier aussi, c'est qu'avant, ça se loge typiquement dans ce petit chemin de campagne qui existe dans Montmollon, avec des talus assez forts, et le terrain se trouve effectivement ici au-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment utilisé dans notre argumentaire pour défendre le projet, pour éviter de faire ça. Parce qu'effectivement, quand le règlement wallon, on impose que si on crée une habitation, il faut évidemment qu'il y ait 2 places de parking ou 3 sur le terrain même, mais ce qui amène évidemment à des actions extrêmement destructives des talus, des expressions parfois hasardeuses d'une circulation verticale, et finalement, qu'en reste-t-il du charme campagnard tant souhaité pour habiter la Bardeur? Vous voyez ici une autre tentative très laborieuse pour essayer de régler ce problème de différence de hauteur, et l'illustration de cette entrée, c'est parfait. Garage avec exposé fièrement les applications récentes de cette famille. Bon, très vite, on savait que pour terminer, on utilisait l'argumentaire on crée un atelier, on vient avec quelque chose extrêmement délicat, parce que si on fait un atelier, on n'est pas obligé de mettre des places de parking aussi importantes. Et l'autre, on échappe à une série de réglementations. Et l'autre aspect important aussi, c'est que de venir avec quelque chose d'assez délicat et qui pourrait jouer entre les arbres. Et voilà, comment jouer avec ce côté caché. On savait également que le bâtiment allait totalement caché. Alors bien entendu, typique à notre pratique au bureau, il y a toujours un peu une phase de grande gesticulation et d'avalanche d'idées pour essayer de trouver une émergence d'un concept fort, comme on appelle, qui arrivait finalement assez rapidement, vu les contraintes budgétaires qu'on avait, à créer un objet très très simple. Une grosse boîte qui va être littéralement coupée en deux, avec une terrasse commune et une entrée à l'arrière, qui va s'implanter fièrement ici
en bout de terrain de façon à profiter de tout le verger et s'aligner avec le bâtiment que vous avez vu précédemment, avec un petit chemin que les maîtres d'ouvrage ont construit eux-mêmes pour accéder à l'entrée commune, et le parking un peu plus loin pour éviter que ce beau talus qui existe ici soit traité. On le préserve vraiment dans son aspect sauvage. Ce qui donne par exemple ici, dans une photo tout à fait violente du chantier, là vous voyez les clients et l'entrepreneur, l'implantation, effectivement, elle attaque de cette maison par rapport à ça. Bon, la végétation maintenant, elle a beaucoup plus poussé. Alors, le plan est d'une bêtise confondante, mais il reflète clairement cet aspect bicéphale. C'est-à-dire qu'on a deux clients, le premier prend cette partie-ci et l'autre celle-ci. Alors effectivement, on rentre par une entrée commune. Vous avez ici la grande pièce dite de vie avec la cuisine et une petite salle de bain. Et l'autre, ici, une cuisine là en long, avec une très grande pièce et une très forte relation avec le jardin. Économiquement, elle avait un petit peu plus d'argent, donc elle a pu avoir un peu plus de place. Et puis les petites toilettes. Tout est construit en ossature légère à l'américaine, pour une structure en bois vite fait bien faite. Et ce qui est particulier aussi, c'est que ces deux clients avaient évidemment une autre vision de la même pièce. C'est-à-dire que celle-ci, pour elle, c'était vraiment la question de l'atelier, donc la hauteur. Parce qu'on veut dire, plus il y avait d'hauteur pour elle, plus elle pouvait être inspirée, et son âme surtout élevée. Tandis que l'autre avait une très grande angoisse sur y aura-t-il assez de place, est-ce que la maison sera peut-être suffisamment grande. C'est vraiment minuscule, vous allez voir plus loin, c'est pas grand. Et donc, il a proposé d'avoir une hauteur ici, un puits de lumière, un atrium, une tribune d'escalier ici qui est assez petite, et de venir avec une très grande surface en plus. Donc en rigolant au bureau, on met un petit peu espace âme et surface angoisse. C'était pas des clients faciles. Vous voyez ici cette coupe qui est tout aussi stupide. Vous voyez le bâtiment qui flotte vaguement, qui tient sur ses plots, une structure en bois avec la partie arrière, une toiture en pente pour rejeter l'eau à l'arrière, et tout s'ouvre vers le jardin. Et ici, pour ça c'est une histoire de règlement de châssis, cette partie-là qui est légèrement plus haute avec une marche par rapport à ça. La façade arrière qui est pas un chef-d'œuvre de composition, mais dans ce cas de ce projet pour nous, c'était pas grave, parce que vraiment on a placé les fenêtres, c'était vraiment selon les indications pratiquement du maître d'ouvrage. Une grande fenêtre ici pour observer le chemin, une fenêtre pour la chambre, ici ça c'est la fenêtre pour l'autre chambre avec une fenêtre en toiture, la fenêtre de la salle de bain et la grande fenêtre en longueur parce qu'elle souhaitait quand elle cuisine pouvoir voir les arbres. On va tout faire. Et puis de l'autre côté, cette grande façade, comme si on avait coupé en deux, une façade en mur rideau, le ressort est en aluminium, mais ils n'ont pas fait le gris souris. Et vous voyez parfaitement, enfin parfaitement non, mais vraiment il y a deux caractères spatiaux un peu différents. Vous voyez également des différences dans les châssis, c'est encore une question de budget et d'envie. Moi je veux un plus grand, moi je veux un plus petit, okay, pas de problème. Et puis le chantier qui démarre avec cette entrée de garage qui a fait le parking où on réutilise la rampe d'accès du chantier. Ouais, un peu plus violent d'un point de vue. Cette maison qui se construit vraiment, ce sont toutes des parois préfabriquées qui se mettent ensemble. Là vous voyez déjà la hauteur et l'autre ici, la surface. Et puis le mur rideau qui arrive pour un moment de fierté parce que tout d'un coup le projet arrive à sa fin. Et là, on peut déjà voir vraiment le grand volume à l'intérieur. Donc pour des questions de budget aussi, également, toutes les parois sont en OSB. Avec celle-ci, un revêtement en multiplex être, et cette cuisine, et puis ces jeux de fenêtres qui permettent en fait, de complètement déstructurer cette simple enveloppe. Avec d'un côté cette mezzanine qui arrive là au-dessus. Oui, il y a certains détails, je dis tout de suite, c'est du sabotage entreprise, mais on le livre avec. Et puis, vous voyez la mezzanine qui donne sur cette vue et effectivement en rapport au paysage. Là, vous êtes dans la surface angoisse avec son palier, la relation ici en dessous. Des rapports parfois brutaux entre cuisine et espace de vie au-dessus. Et puis cette pièce au bout qui a évidemment un effet d'optique du fait que c'est un monomatériau pratiquement pour le sol et pour les murs. La descente d'eau. Je dis, en termes de détails, vous nous battez tous ici à Liège pour réaliser ça, donc moi j'assume, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et puis vous voyez effectivement que c'est pas très grand. Mais ils ont une bonne surface. Et ce projet évidemment vit très bien, en fait ils y résident pratiquement tout le temps.
presque résidence principale. La façade arrière, belle comme un camion, comme je le disais, qui est faite avec des planches, mais on a retourné les planches pour avoir des strips plus fines, qui bien entendu prendra de la patine et vient se glisser autour. Vous observerez le chemin construit par le maître d'ouvrage. Une tendresse. Et donc le bâtiment qui est là, caché, là derrière, donc une entourloupe qu'on a fait passer au permis comme étant une référence, une citation des références des belles granges en bois typiques du Brabant. Voilà. La résistance. Le château d'eau à Gland. Alors ici, je sors vraiment de la petite échelle pour tourner finalement à nouveau une question d'équipement public, mais qui concerne vraiment quelque chose qui est laissé pour la question dans le génie civil. Il s'agit de la construction du dernier château d'eau de Belgique. C'est assez privilégié. Ce qui était particulier, c'est que donc, le maître d'ouvrage a lancé un concours ouvert pour ce genre de projet. C'est tout à fait pas habituel. Donc, énormément de personnes ont participé. Ils avaient demandé de faire 3 propositions, dont une serait un peu plus appuyée. Bon, alors, une des particularités du château d'eau, là, vous voyez l'ancien château d'eau qui va être dans très mauvais état, donc démoli, reconverti, et puis un peu plus loin, il faut construire le même, un château d'eau avec l'équivalence de la capacité d'eau. Donc, on parle de 3000 litres d'eau, non, 3000 tonnes d'eau, qu'il avait là au-dessus pour pouvoir être libéré rapidement pour refroidir cette zone qui est faite un zoning industriel près de Mons, dans lesquels il y a Google, Zara, enfin plusieurs entrepôts qui ont besoin de beaucoup d'eau pour évidemment en cas d'incendie ou de refroidissement des systèmes. Une autre particularité, la question évidemment du château d'eau, qui sont habituellement effectivement une extrusion d'une cuve d'eau, parce qu'on sait tous évidemment qu'une cuve cylindrique est la forme la plus adaptée pour retenir la pression d'eau, amène évidemment des bâtiments extrêmement symétriques qui, historiquement, ont eu aussi, sont souvent heurtés à des grands soucis de réaction vive dans le cadre des paysages. Au début du siècle, ils étaient perçus carrément comme un furoncle dans l'horizon. Et donc, sensible à ça, on s'est effectivement interrogé sur qu'est-ce qu'on peut, dans une avalanche d'idées, donner comme une posture iconique à ce bâtiment. Je crois que la grande difficulté aussi, dans le cadre de ce genre de projet, c'est de mesurer l'échelle. On parle ici finalement d'une cuve qui va presque faire 20 mètres de diamètre, donc c'est énorme, et c'est à 60 mètres de hauteur. Donc si maintenant on aurait fait une grande cuve ici, extrudée de ce moment-là, on se serait trouvé avec un bâtiment absolument monstrueux dans le cas du paysage. Et très très vite, on s'est orienté, non pas de produire quelque chose qui soit comme de nouveau un mât dans le sol, sauf qu'ici le mât il serait tellement gros que ça aurait été un boudin. On proposait le fait de créer un bâtiment qui certes a toujours un aspect iconique, mais qui joue sur la question de son asymétrie, c'est-à-dire comme quand vous allez en montagne, vous voyez, vous prenez comme identitaire un château sur une montagne, renforcé en fonction des vallées où vous vous situez, et forcément il a un aspect différent, il a une face différente, donc vous savez vous orienter. Bref, un autre aspect important pour nous, c'est sa capacité d'empathie. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas accéder sur le château d'eau, évidemment, on ne peut pas y grimper, mais le fait de le voir, de se dire je pourrais aller là-bas au-dessus, c'est-à-dire de pouvoir se projeter dedans, permet également de créer un lien, certes un peu métaphorique et narratif avec le bâtiment, mais d'ancrer le bâtiment dans son paysage et dans son potentiel. L'idée est très simple. On crée une grande table qui tient sur des appuis diversifiés face à un contexte. Voilà. Et au-dessus, il y a une cuve d'eau qui est posée dessus. On crée une grande table. Cette table a cette particulier, c'est qu'elle est d'une part par un pied qui permet la circulation, et puis ici une structure composée d'un X, d'un V et d'un A, pour reprendre toutes les charges, effectivement, parce qu'on est en zone sismique, on peut reprendre des charges un peu différentes, c'est ce que nous disait Grèche à l'époque. Et évidemment, on peut remarquer que quand on tourne autour, il présente chaque fois des silhouettes différentes, et qui n'est jamais le même. Et là-dessus vient se poser fièrement une grande cuve, qui est préfabriquée et construite en bas. Et ensuite, tout un système de structures qui permettent en fait d'obtenir ici une dalle extrêmement fine, je crois qu'il ne faut même pas un mètre. Et en fait, toute cette structure ici, en fait, c'est vraiment le principe d'une poutre inversée. Et puis, on a venu placer une toiture et toute une protection d'un bardage, parce qu'il faut évidemment que la cuve soit protégée des pigeons, blablabla, etc. Et puis, au-dessus, il y aura 4 balises anti-aériennes.
Le projet, évidemment, s'implante ici dans ce site et émerge donc, de manière un peu animale, son contexte et réinterroge effectivement la question de l'infrastructure commune du génie civil. C'est assez particulier aussi de faire ce projet où le client principal, c'est l'eau. Donc on n'a plus affaire à des personnes, très dur en réunion, parce qu'évidemment c'est beaucoup de plomberie appliquée. Un autre aspect important, vous voyez évidemment au milieu de la table, c'est que c'est un ancien château d'eau, il y avait effectivement une vue circulaire, et il nous semblait important que dans ce bâtiment, on puisse également l'envisager. C'est le dernier château d'eau, mais vous savez bien qu'en Belgique, il n'y a jamais rien l'année dernière. Et que se passe-t-il si cette cuve tout d'un coup est démontée, que tout d'un coup on peut offrir peut-être la plus grande plateforme, le plus grand restaurant panoramique, avec, pour avoir une vue nostalgique sur une ancienne zone reconvertie dans un parc auquel il serait tout de pêcher la carpe. Et puis, bien entendu, ça peut aussi se reconvertir d'une manière beaucoup plus événementielle. Ici, c'est littéralement dit un château d'eau. Et ici, je vais vous inviter à une petite animation vidéo, je me mets au progrès, mais ça a tout à fait marché. Merci, c'est parti. Évidemment, la construction de cet élément-là, de ce bâtiment, évidemment, il y a la question évidemment, du chantier, c'est vraiment pas un élément évident. Ici, vous pouvez voir par exemple tout le travail du phasage, de couler cette géométrie, de couler du béton en incliné et surtout en des sections si faibles n'est pas une affaire facile. Il y a énormément d'armature dedans, et donc il y a eu un travail sur les types de ce montage. Vous voyez par exemple la dalle au-dessus composée de poutres préfabriquées. Ensuite, on y pose des sous-poutres. Là-dessus, on ferme le plafond. On vient avec une dalle qui est tendue avec des torons, c'est-à-dire toute la dalle est très tendue. Là-dessus vient donc la fameuse structure porteuse, la cuve, le bardage de façade, la structure de clôture, le bardage de façade, et etc. Voilà, ça c'est les phases des chantiers. Je vous propose après de vite traverser le bâtiment. Alors bien entendu, ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire un château d'eau et que ce bâtiment, mais effectivement, comme vous pouvez le voir, a été support à des éléments festifs. Ici, le délégué de la maîtrise d'ouvrage, l'équipe, la fameuse pain, saucisse, brochette, sauce américaine, ketchup, et bien entendu la pose de la première pierre avec notre imminent Premier ministre, qui évidemment se traduit par la premier coup de pelle. Donc, ils voulaient tous être dans le camion et pouvoir manipuler. Le chantier, je dois vous avouer que c'était un chantier certes long à suivre, c'est pas encore tout à fait fini, mais assez fascinant pour nous, c'est-à-dire qu'on était finalement un peu les misérables petits artistes consultés pour des questions esthétiques, si on voulait les joints horizontaux ou inclinés, face finalement à quelque chose où on est parfois dépassé par la question. Mais en tout cas, ça a été fascinant de voir, je dirais, la question de l'échelle, la question de la perception de ces formes qui se construisent, avec aussi des moments qui sont presque dignes, je dirais, d'un chantier soviétique. Par exemple, là, vous voyez le coffrage pour faire ce fameux X qui a été un point très critique, parce qu'il fallait faire même une petite trappe pour que quelqu'un puisse rentrer dedans et terminer les derniers brelages des armatures, pour ensuite fermer la trappe sans le laisser dedans. Également, vous voyez, ça c'est par exemple toute la structure métallique qui a été nécessaire de construire pour construire les coffrages grimpants, que vous voyez ici venir carrément s'emboîter. Voilà, c'est des moments voilà, qui restent un peu sans voix et qui étaient assez fascinants. Parce qu'à un moment, oui, on a vu, en tant qu'architecte, on a un peu le truc de regard. Et là, vous voyez effectivement la structure, quand la table n'était pas encore posée, avec ces grands éléments en béton qui est un peu brutal, mais je veux dire que dans ce sens-ci, ça ne me dérange pas trop que ce soit assez sauvage. Là, vous voyez par exemple l'impact du bâtiment dans son paysage, avec cette table qui se construit. Et bien entendu, le monde de l'eau au-dessus, avec sa dalle étendue, ces fameuses structures qui tiennent le tout, et puis la cuve qui tourne autour d'un tirant central, avec une échelle pour vérifier s'il n'y a pas trop d'eau de condensation, l'eau qui est remplie, avec un tuyau d'amener d'eau, celui-ci, et un autre tuyau de trop-plein, ça descend par là,
Et bien entendu, toute une passerelle, tout un système de palans pour venir contrôler l'entretien. Le monde de la cuve, ça c'est par exemple la cuve quand elle était soudée en bas, est par ses proportions absolument énorme, et c'est déjà toute une pièce en soi, avec une acoustique très particulière. Si vous voyez, comme elle était platement posée juste à côté. Et là, je me rappelle, c'est de nouveau cette question d'échelle, où c'est clair qu'on a pris des risques ici. Qui est assez important. À l'échelle, par exemple, vous voyez aussi qu'on voit un objet perçu au sol, vous comprenez très bien sa longueur, mais quand il est vertical, il est beaucoup plus petit. Là, vous voyez, par exemple, la cuve avec tous les escaliers préfabriqués qui sont arrivés en un jour, pour être ensuite, à travers la cheminée ici, enfin le pied, être embouti pour être la cage escalier, pour grimper au-dessus. Oui, c'est un peu les marches du Sinaï, on a 513. Et puis ici au-dessus, la cuve dans sa phase tourne-disque, ici avec une isolation, parce que cette cuve est totalement isolée, avec la vue sur la zone émergente, dynamique et économique de Mons, quand ils ont posé la cuve sur ce taux-là, et le stade actuel du projet, où ils ont commencé à poser toute la structure et ils attaquent le partage. Voilà. Là, j'ai terminé avec ce voyage dans le sillon sans Gagneuse, et je vous propose dès lors d'aller vers Bruxelles et le centre de mode. Alors, qu'est-ce qui est très particulier pour ça? De nouveau un concours pour faire un centre mode et design. Bon, on sait que la mode et le design sont tous les deux des phénomènes identitaires, et c'est des choses qui sont très très proches du corps, qui peuvent être parfois frivoles, et que nous, en tant qu'architectes, parfois nous échappent, parfois effectivement on est un peu cynique par rapport à ça, parce que ça n'a pas du sens. Néanmoins, ce qu'on propose de faire, c'est de situer ici, en plein centre-ville. Vous avez Antoine Dansard, qui est un peu l'artère pour l'instant dans lequel il y a tous les stylistes. Et le terrain, en fait, il y avait un bâtiment existant ici, un autre existant là, et encore un autre existant à l'arrière, qui avait tous les trois leurs spécificités. Autre chose, c'est également un îlot qui est extrêmement dense, un des îlots les plus bâtis. Donc il est évident que si on démolit tout ceci, on ne pourra jamais construire ça qui vient là, au milieu. Un autre élément particulier, c'est que ce bâtiment, outre d'être complexe géométriquement, est également complexe d'un point de vue historique. On a ici un beau petit bâtiment dans les années 60, calpiné, avec une maison de façade, un peu trop petite maison du 7e, autour d'une des places en plein centre-ville, qui n'était pas totalement la plus calme, et construite par un architecte dans les années 60, qui a également construit cette même maison ici à l'arrière, dans un style tout à fait pastiche admirable, qui a fait un pastiche imposé par la ville de Bruxelles et les sections des monuments ici pour remplacer un bâtiment du XVIIe siècle qui se situait sur cette rue qui s'appelle rue Rempart-Romoine, et qu'auparavant il y avait des remparts. C'est le même architecte qui l'a construit. Et donc ce bâtiment-là, qui est un peu une espèce de vilain petit canard, a comme particularité aussi, l'ancien bâtiment, d'avoir toute une structure en béton type des années 60, et puis autour de ça, tout un habillage digne de Midi-Bruxelles. Donc là, par exemple, une illustration de justement de ce collage hétéroclite d'un bâtiment type étagère, et puis au centre, un entrepôt qui a été transformé 4 fois, rehaussé, renforcé, avec des traitements pour les incendies, et puis à l'arrière, ce conglomérat qui tous, ici c'est un bâtiment type plateau, ici c'est un bâtiment avec des colonnes, et puis à l'arrière, un énorme labyrinthe de pièces, avec comme particularité quand même, qui sont en fait comme potentiel totalement traversant, et bien entendu, rien n'est au même niveau. Programme très simple. Il s'agit ici de créer un lieu où il y a une grande partie de lieux d'exposition, des ateliers et toute une infrastructure nécessaire qui permettra d'accompagner tout le secteur de la mode, qui n'est pas uniquement juste des stylistes, mais également tout ce qu'il y a derrière, autour. Alors bien entendu, c'est posé pour nous la question de la démolition. Sur quelle base démolir qui? Et vous avez le bâtiment des années 60, le bâtiment central, le gros bourgeois, et puis à l'arrière, le vilain petit canard. C'était pendant la période des 500 jours où nous n'avons pas de gouvernement, toute allusion politique est exclue. Et en dessous, évidemment, ce potentiel de ce grand traversant. Donc bref, on décide de faire avec et d'être, en fait, dans ce cadre de ce projet, extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas la thématique de reconstruire du vieux sur de l'ancien. Non.
On prend le bâtiment comme une chose, on le prend tel quel, il a sa limitation, tout ce qui est un peu bizarre dans le bâtiment est simplement parce qu'il était comme ça, et puis à travers un certain nombre d'astuces, qui sont soit toutes petites, ou soit très grandes, on optimise à la fois spatialement le bâtiment, par exemple créer une caisse de double hauteur, créer franchement une relation à l'arrière, démolir une toiture pour offrir une terrasse, créer une relation verticale à l'intérieur, casser les coupoles pour mettre les vitres pour avoir un rapport de lumière, construire ici quand même l'extension possible sous ce bâtiment. Ça, c'est tout quelque chose qui permet d'augmenter sa qualité spatiale, c'est-à-dire que finalement le bâtiment deviendra comme un espèce de grand sac à dos, avec des poches qui ont tous des tailles différentes. Et puis bien entendu, optimiser les circulations, ascenseur pour accès PMR, nouvel escalier ici, transversalité au rez-de-chaussée, accès séparé de l'espace semi-public dessus qui est là, et pour, évidemment, comme on ne respecte absolument pas tous les arrêtés royaux, pour les traitements, enfin pour l'incendie, les voies d'évacuation, rajout d'un grand escalier sculptural ici à l'arrière qui permet évidemment d'évacuer toutes ces personnes qui se trouvent ici, et puis bien entendu le maintien de l'ascenseur existant du bâtiment. Et puis le programme il viendra gentiment là où il peut se mettre. Donc on a bureau, la nouvelle salle de réunion avec ses connexions, futur atelier, et ici la cafétéria avec un grand foyer intermédiaire, c'est-à-dire que si dans l'exposition il n'y a pas d'exposition, on peut accéder au bureau, il peut faire toutes les séances de formation, et puis le grand espace rayonnant pour lequel ils n'ont toujours pas de subside pour la programmation, qui permet éventuellement, du fait qu'il est bicéphale, d'avoir, qui peut être coupé et fonctionner en zone, avec ici la partie verticale, et tout ce qui est technique se met ici en dessous, et le logement, parce qu'il fallait maintenir 4 logements, vu que le client officiel c'est la régie de Bruxelles, sont maintenus dans l'état qu'ils sont. Donc là vous voyez par exemple une des 3-2 dont la salle a changé, qui montre bien un peu la spatialité et les connexions possibles qui existent, et puis lumière qu'on peut réaffecter, la verrière, le travail de connexion. Alors ces astuces, nous également, bon, bien entendu, c'est un projet où on a tout de suite arrêté la 3D parce que tellement le bâtiment était complexe à percevoir, à mesurer, après le relevage, il y a tout qui change. Et donc c'est vraiment un projet qui s'est construit sur une maquette d'études. Ici vous l'avez à la stade avant-projet, donc ceci a déjà changé, l'ascenseur n'est plus là mais là, l'escalier est plus côté ci mais de côté. Bref, c'est un projet qui n'était pas évident parce qu'on est confronté à ce qu'on appelle un projet puzzle, c'est-à-dire une capacité de résistance colossale à toute vérité d'être conceptuelle ou d'avoir une règle pour travailler parce que ça ne fonctionne pas 5 mètres plus loin. Donc tout paradigme qui est mis en place ne marche pas. Donc c'est vraiment faire avec. Alors une des particularités évidemment c'est que l'extension ici au-dessus renforce le caractère de cette étagère. On dégage un peu toutes les vues pour augmenter la visibilité depuis la place. Le bâtiment est très étroit. Et puis ici vous avez une très grosse église avec un grand clocher. Et puis juste à l'arrière, effectivement, ce bâtiment, on a enlevé toutes les fioritures pour laisser émerger principalement ce nouveau grande vitrine, ce qui permet évidemment de poursuivre un peu la typologie des enseignes commerciales qu'on trouve là-bas au centre-ville. Par exemple ici, vous voyez aussi le fait de démolir cette toiture postiche qui sert à rien, on est ici en dessous de plate, nous permet évidemment de créer une grande terrasse pour des expositions accessibles de l'extérieur, mais beaucoup plus orientées vers le design, au cas où vous n'aurez pas l'autorisation d'intervenir sur l'espace public extérieur. Et puis, une autre particularité, vous voyez effectivement le bâtiment ici à l'avant, ou un travail sur la transparence, c'est justement de faire émerger dans l'interstice des bâtiments existants des nouveaux espaces, par exemple ici créé par une verrière, on crée un espace vertigineux de 5 mètres de haut, avec effectivement toute une reconversion des lucarnes en lanterneaux qui permet d'éclairer le rez-de-chaussée. Et puis au-dessus, la construction de s'extension qui prolonge le jeu de calpinage de la façade. Ici, vous voyez par exemple en cours de chantier, effectivement, les transformations pourraient exister. Et les bureaux viendraient à cheval, la entre. La verrière va venir ici à ce niveau-là. Vraiment comme une étagère au service de cet ancien bâtiment qui est toujours invisible depuis là. Donc, par comment donner la profondeur. Un autre élément important dans ce projet, effectivement, que vous avez dit, c'était pratiquement impossible de mettre en place un registre du style, que tout ce qui est neuf se fait comme ceci, ou tout ce qui est ancien est comme ça, tout ce qui est traité, etc. Donc on a fait un travail assez un peu méticuleux ensemble avec Rotor, qui intervenait en tant que designer dans le projet, de juste dessiner une billetterie, c'était également impliqué dans le processus architectural. Par exemple, ici on voit l'illustration d'une maison voisine, et vous voyez effectivement la brique ancienne, la nouvelle brique, encore une autre brique, et tout ce jeu
vient ensemble et fabrique un nouvel élément hétérotype. Et on se propose effectivement que, ben oui, certes, ça reste un musée, donc on crée un élément de blanc, donc tous les traités en blanc, mais évidemment aucun blanc n'est le même. C'est partout des blancs différents, afin de pouvoir traiter chacune des surfaces qui sont parfois indépendantes des lieux. Donc quand je dis projet puzzle, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc on pourrait... Et l'autre aspect important également de ce travail du blanc, c'est que le bâtiment en lui-même a, dans sa consistance même, déjà pratiquement une archive du savoir-faire, du design appliqué sur les matières de parachèvement. Et quand c'est un projet de puzzle, on a extrêmement beaucoup de pièces, et chacune de ces pièces, c'est réinterroger comment pourrait être ce sol, comment pourrait être ce mur, comment on traite la plainte, comment on traite le plafond. Donc, une archipel de tendresse, cette maison d'Hans et Gretel ou du chocolat. Et effectivement, voilà, par exemple, un travail d'un plancher où c'est vraiment le traitement graphique qui donne la noblesse, tous les travaux sur les vinyles, évidemment, ou les vinyles des années 70, qui évidemment ne sont jamais blancs, ils sont beiges, donc on ne sera pas vraiment dans ça, les granitos. Un travail sur la question des plafonds, les plafonds acoustiques par flocage, les murs, carrelage, et enfin offrir ainsi toute une série, je présente l'équipe de Rotor, toute une série d'arrière-plans qui peuvent effectivement servir par après également comme arrière-plan photoshooting. Un élément important aussi, évidemment, c'est que dans la mesure où on introduit un permis, on se trouve à devoir respecter des nouvelles réglementations qui parfois demandent beaucoup de choses à la pauvre Bertha, qui est donc le bâtiment existant. Donc, notamment, on sait tous que le milieu de la mode et du design est légèrement festif, et que donc on a dû limiter les déperditions et augmenter l'isolation acoustique, ce qui veut dire que finalement, dans ce travail de matériaux, c'est surtout un énorme travail de plan de sol, un travail de plan de plafond, qui chaque fois sont des spécificités, et ponctuellement des traitements d'une matière particulière, vu que pour l'isolation acoustique, tous les murs sont doublés et isolés, et même au centre, on a affaire à une boîte dans la boîte. Donc, on a impliqué une logique qui fonctionne actuellement sur le chantier, c'est-à-dire qu'on a trois matières. Il y a la matière révélée, c'est-à-dire les choses qu'on découvre, comme par exemple, ici, vous voyez un plafond existant en vousset en béton avec des planches qui servaient d'éléments de contre-coffrage, qu'on conserve, qu'on nettoie, entre lesquels viendront des baffes acoustiques. Ici, on s'est remarqué qu'on pouvait créer une double hauteur parce que c'était un plancher postiche. Donc, ce sont toutes les matières qui existent et qui appartiennent en tant que telles. Ensuite, il y a d'autres matières qui vont arriver, donc c'est tout ce catalogue de blanc, c'est les nouvelles matières, les nouveaux éléments, ça c'est justement ce musée du blanc. Et puis, chaque fois qu'on a des situations conflictuelles, c'est le fameux 9116, le blanc, la peinture, pour relier les éléments, et quand on a des différences de texture fortes, il y a une perméable en inox pour faire l'articulation. Et donc voilà, par exemple, ce que ça pourrait donner, vous avez le plafond en béton ici, absorption acoustique, et puis par exemple cette salle qui est connectée à une cage escalier à l'intérieur. Pour une question de visibilité, ben, là c'est l'escalier en bois, le traitement est en bois, mais c'est chaque fois un traitement différent du bois sur l'élément du blanc. Bien entendu, un des éléments, des outils les plus fondamentaux dans le cadre de ce projet, outre c'est d'avoir un très bon cahier de charge, un métrique qui prend au moins tous les prix unitaires possibles que vous pouvez avoir sur un chantier, c'est évidemment tous les plans de démolition où une action assez spectaculaire, c'est la démolition de la dalle centrale, la suppression de la rangée de colonnes ici, et dans le bâtiment à l'arrière, où on démonte tout ce qui était finalement du mur de remplissage pour révéler cette structure des années 60. L'histoire de la façade avant, bon, l'escalier ici a disparu, avec ce grand volume, qui est une salle de réunion importante qui donne vue sur le centre-ville. Et puis, le grand traversant, qui est finalement une succession de typologies d'espace, bas éclairé, très haut pour amener la lumière, très large, vue sur la rue, pour finalement permettre des appropriations différentes, des coupures, plutôt un type magasin accueil, plutôt type exposition, plutôt type pop-up magasin ou défilé ou conférence ici. Et là, on le revoit effectivement dans son ensemble. Ici, je vous fais voyager à l'intérieur, donc ça c'est l'accueil tel que ça ressemblait avant transformation. Donc vraiment, on va évidemment créer on démolit toutes les cloisons qui existent ici, tous les plafonds sont enlevés. Et voilà ce que pourrait donner l'entrée. Ici, c'est un lino avec un petit Pirelli
type métro, la cage d'ascenseur avec du marbre de Carrare entre les éléments de structure, les portiques en béton qui existent, tout ce plafond en béton avec entre des baffes acoustiques qui intègrent évidemment les néons. Au bout, cette dalle avec tous ces ronds de l'éclairage. Là-bas au bout, on arrive avec du béton poncé, par exemple la nuit, avec en relation verticale les bureaux d'accueil à l'étage. La grande salle, au départ, évidemment, on avait imaginé beaucoup plus sauvage, et pardonnez-moi le mot punk, avec ses structures expressives, qui maintenant arrive avec quelque chose de plus délicat, avec un plafond entièrement tapissé par un flocage, les poutres de reprise, la ventilation qui vient tourner, l'ascenseur en briques, toute une coursive qui permet de relier l'avant et l'arrière, la possibilité d'un gradin, les colonnes les plus fines possibles avec un éclairage indirect dedans. Par exemple, ici, c'est dans le mode conférence. Et puis, évidemment, c'est un projet dans lequel la question du dessin est extrêmement importante. On avait très peu de délai, pratiquement 9 mois pour faire esquisse avant-projet, permis et dossier d'exécution. Donc, ça a été carrément, en partenariat avec le bureau technique et le bureau d'exécution, tout un travail de dialogue à partir de ces mêmes copies, de toutes les négociations, par exemple ici les ingénieurs, de revendications que j'aurais souhaité avoir, les détails, l'articulation. Là, vous voyez également l'ascenseur, qui est en fait le seul ascenseur en briques de Bruxelles, qui est maintenu tel quel, c'est pour ça qu'on conserve. Et là, vous voyez la pièce arrière, où on a justement joué, on a apprécié cette typologie de plafond, qui n'a aucune qui a une même hauteur, avec ces structures en béton, ce jeu de colonnes, et aussi ce jeu de niveau existant. Et donc, se faire avec nous permet de créer des espaces qu'on aurait légitimement au départ, si on avait parti d'une table de race, eu très difficulté à créer. Et créer ces spécificités-là, avec évidemment ici par exemple la lumière, la pièce arrière, et qui pouvait évidemment devenir également un grand lieu de vernissage en contact avec la rue. Ici vous voyez déjà en chantier, effectivement, le type de relation qu'on peut avoir à l'intérieur. On va conserver tout le béton ici, et c'est tous ces éléments briques-là qui disparaissent. Une autre particularité évidemment, c'est qu'il y a une intervention assez forte pour, à l'époque, rendre ça dans les paramètres dites écologiques, et donc, comme actuellement, j'ai des protections de durabilité se traduisent par une grosse couche d'un très gros pull, et puis à l'intérieur, tout va à la ventilation et à la technique. Je crois qu'actuellement, on est déjà en train de descendre de ça. Pardonnez-moi les trucs critiques là-dessus. Mais ce nous a permis, effectivement, ce cadre aussi, c'est que tout le bâtiment est isolé d'extérieur, et surtout également les mitoyens, avec un enduit. Mais il y a un travail ornemental, une délicatesse que sur la salle Vuitton, qui est fait avec un travail de faïence qui est collé, et qui forme un pattern qui donne une certaine noblesse au bâtiment. Ici, vous voyez l'incrustation avec ce bâtiment arrière, la terrasse, bon, les arbres, évidemment, ne sont jamais aussi grands, et puis le grand escalier qui donne à voir avec un grand percement ici, aux futurs ateliers, l'ascenseur qui est maintenu avec son petite toiture billard, et bien entendu dans le contexte, je l'avais dit, tortueux, Bruxelles. Et forcément, le fait de réenduire tout ça donne une écriture homogène à l'ensemble du bâtiment et qui existe à travers ses particularités pour former le futur centre mode du design. Bien entendu, le chantier a commencé et on rencontre déjà des particularités bizarres, comme ici une colonne en béton qui est coupée en deux par une grande poutre en acier. C'est très bête parce qu'ici on doit vraiment avoir des accès de l'autre côté, donc il faut couper ça. Bon, on va mettre un peu des vis et tout. Et on trouve également d'autres trouvailles, comme cette structure en béton existante qui est venue entourer les colonnes en béton, qui reprenait en fait une structure. Et ici on voit les traces de l'ancien puits de lumière verticale qui existait dans le bâtiment central du XIXe siècle. Et donc, pour nous, ce qui est extrêmement important dans ce chantier, c'est comment conserver toutes ces petites bizarreries, ces consoles dans le bâtiment comme traces d'archivage. Il y a également des archivages qui sont à haute ambition, politique de l'excellence. Je souhaite ça à tout le monde, qu'on maintient. Voilà, donc ce projet, faire avec, a été, donc d'une part, je vous dis, un élément un peu gageur et difficile, mais nous a amené à parfois aborder que l'architecture n'est pas uniquement à travers le construire, mais c'est comment est-ce qu'on peut à un moment donné utiliser un substrat. On va plus loin ici dans un projet qui est également à Bruxelles et qui n'est pas construit. Il s'agit ici des halles de Schaerbeek à Bruxelles, donc je vais encore plus contextuel, c'est cette grande halle qui se trouve ici derrière Sainte-Marie. Halle de Schaerbeek qui fut effectivement au début
une halle marchande, un marché couvert, et qui est un bâtiment très très beau, très très prestigieux, qui est actuellement dédié aux arts de la scène, où vous verrez après qu'est-ce que ça implique. Ce projet, quelque part, a été initié par Marianne Van Leu, qui est responsable des éditions du Souffle, et qui, ayant assisté à une conférence de presse programmatique, s'est fait a eu un coup de gueule monumental, et s'est dit que ça suffit, ces excès de programmation, parce que racoleurs, populistes vont faire un opéra avec des femmes en seins nus en mangeant devant des personnes âgées, pour attirer un public dans une salle où il n'y a personne qui va. Et dès lors, elle nous a contactés pour faire un projet qui s'inscrivait dans une publication et qui proposerait de réouvrir les halles. C'était un peu ça, sa prémisse de base, de réouvrir les halles, c'est qu'elles étaient au départ, et comment sortir de l'impasse dans laquelle le bâtiment se situe actuellement. Alors, le bâtiment actuellement, il a eu une histoire. Il fut construit, il fut incendié, il a été recouvert d'un marché couvert. Ensuite, il a eu des affectations diverses, un parking, il est devenu un théâtre expérimental dans les années 70, il a été menacé de démolition, on l'a protégé contre les intempéries. En 1984, un des premiers projets de la Communauté française, on a recréé une structure intérieure pour permettre un équipement scénographique pour faire des spectacles le plus polyvalent possible dans cet espace, parce qu'on est lié au cirque. Et puis après, bien entendu, vu qu'il y a des nuisances avec les voisins, c'est toute la protection acoustique de ça, le renforcement structurel également nécessaire pour porter les tonnes de feuilles de plomb qu'il y a là-dessus. Bref, vous avez cette pauvre Anne qui était là, qui a eu un voyage assez important, un bâtiment ancré dans un quartier qui à un moment donné est occupé d'une manière précaire, mais où on apprivoise le bâtiment tel qu'il est, et tout d'un coup, forcément, comme si cette occupation-là veut rester, elle a dû s'adapter aux normes, et suite à l'impact de toutes ces mises aux normes, de tous ces éléments-là, il n'en reste plus grand-chose de ces halles, et surtout, comme tout théâtre, vous connaissez, grosso modo, c'est un gros bunker où seul le foyer est vaguement ouvert sur la rue, et principalement, c'est, pour des questions acoustiques et de lumière, une grosse boîte fermée en pleine journée, avec le soir 3 sorteurs pour faire le filtre à l'entrée, vu que nous sommes dans un quartier à forte immigration, donc pour la bourgeoisie qui va là, à haut risque ce soir. Dès lors, voilà, vous voyez l'illustration de ce marché, fruits et légumes ici, laiterie sur le côté, poisson derrière. Le théâtre des années 70, l'occupation précaire, le chantier, et ce qui a amené le projet ici, avec une niche, une régie, évidemment coupée de la salle, ce qu'on ne fait plus du tout maintenant, mais type années 80, et cette nouvelle structure qui tient le tout. Voilà. Alors, là, c'est le spectacle qui a évidemment comme conséquence principale, évidemment, l'occultation, c'est toute la passerelle technique ici dessus. Ils sont extrêmement difficiles à écrire une programmation. Ils n'ont d'ailleurs pas de budget général pour le faire, malgré leur ambition, et donc ils se présentent des occupations type événementiel, et ça a surtout comme répercussion que finalement tous les flancs de ce bâtiment qui auparavant étaient ouverts sont complètement fermés, soit par les sas d'évacuation de secours, soit ici parce qu'il y a un ascenseur, soit parce qu'il y a la ventilation, etc. etc., etc., etc. Donc finalement, de manière assez provocative, on a fait un projet ici où c'est un peu la question, mais qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné, après 40 ans finalement d'adapter un bâtiment, un projet à un usage, et on se rend compte que finalement ça ne vit toujours pas, aurait-il été possible de réouvrir ce bâtiment en l'amenant de manière très très sérieuse, on a mis un projet assez étudié là-dessus, sur oui, on dérénove, c'est fini, on revient en arrière, on vend sur Google toutes les cloisons acoustiques, et c'est parti. Et on fait confiance à la capacité des grands espaces pour stimuler des choses, et on réinterroge l'affectation en termes d'ouverture. On assiste à un cas actuel finalement, ouvert au public de nuit, c'est pratiquement 80% du bâtiment. Mais bon, ici on crée finalement plutôt un grand marché ou une vocation de marché dans la pièce principale, et ouvert la nuit pour les salles de spectacle, principalement le soir, et peut-être la petite halle ici qui est là à côté. Bref, interroger, étudier les choses au niveau d'occupation temporelle. D'autre part, à travers de nouveau le même processus d'évolution comme au MAD, offrir une nouvelle perméabilité sur le quartier, des nouvelles connexions et de nouvelles relations d'un bâtiment qui en fait a été conçu pour s'ouvrir sur ça et qui, par la force des choses actuelles, s'en est complètement fermé. Ce qui nous amène à avoir des plans complètement absurdes. Exemple, vous voyez ici l'étendue de toutes les quantités de sas et d'isolation qu'ils ont dû mettre
autour. Donc c'est colossal. Je veux dire, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner cette pièce-ci comme une salle de spectacle. Et la petite halle aussi à l'arrière avec son bar, ses cloisons amovibles, et ici les tricossas pour éviter que les loges là au-dessus, les bureaux. Bref, on simplifie le tout. Ici une illustration par exemple de la station actuelle, vous voyez cette mezzanine et tous les volumes qu'il y a là à côté. Par exemple, en type de nouveau d'un grand marché avec une grande perméabilité sur la rue, on maintient bien entendu l'équipement scénographique existant et le rayonnement qui pourrait avoir, j'ai exagéré, c'est un dessin, sur le quartier, la salle en dessous qui conserve son usage de lieu d'expérimentation. Et bien entendu, on réinterroge également aussi toutes les circulations et les relations qui peuvent exister avec la maison des Arts voisines, le parc qui est à côté. Ce que vous voyez dans le dessin ici, vous imaginez l'escalier là, vous savez passer ici, la même direction, revenez ici, la fameuse chaussée de Hacht, la Grande Sainte-Marie, le botanique un peu plus loin, bref, on recrée un maillage autour du bâtiment pour l'ancrer, la petite salle qui était condamnée à la rue, mais qui a comme potentiel de devenir une très charmante brasserie, avec vue à l'avant, relation sur la Grande Halle ici, et puis connexion avec, sur les parties à côté, des maisons existantes dans lesquelles sont des bureaux qui sont réaffectés en bureaux, mais également en bibliothèque, où finalement on renforce les passages qui sont déjà existants pour créer des grands tableaux et offrir de nouvelles perspectives vers ces ailleurs. Voilà. Alors, cette question de dérénover, c'est une question qui me tient fort à cœur, ça à un moment donné, mais oui, parfois je pense que c'est important de dire que l'architecture n'est pas toujours une solution, qu'on peut s'arrêter. Et je vous laisse bien entendu imaginer quelles seraient les conséquences si on applique ça tout d'un coup à des espaces publics partout en Europe, partout dans le monde, où on voit effectivement certaines choses et l'apport de tellement de différences, de tellement d'éléments, qu'à un moment donné, on a juste envie de dire ça suffit, on retourne en arrière. Alors, pour ma conclusion, je vous remercie d'avoir été attentif. Je tiens juste à vous préciser qu'en fait, effectivement, pourquoi j'ai choisi ce titre qui pourrait peut-être être parfois un peu perçu comme un peu populaire ou racoleur, donc que peut la chose. Oui, c'est clairement une référence à Spinoza. En allemand on dit was kann das Ding, was kann die Sache, c'est-à-dire quelle est la puissance de l'inerte, quelle est la puissance de finalement ce qu'on construit et qu'est-ce qu'elle peut générer comme relation. Bref, parfois s'offrir sur les projets n'ont pas un regard qui est uniquement lié par rapport à l'intention qu'on a voulu donner, mais le tester et le résister à travers peut-être une vision parfois hyper pragmatique ou poétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a en lui comme potentiel et comme capacité de générosité à s'offrir. Ce qui amène évidemment parfois des questions, je veux dire, quelles sont toutes les relations qu'on offre en plus, c'est-à-dire indépendamment de l'écriture de style, comment faire mieux avec moins, comment résister avec majesté et splendeur à toutes les réductions budgétaires possibles. Comment un projet peut toujours garder sa pertinence, même s'il doit faire assaut à tous les conflits de bon goût, des mauvais goûts. Bref, ce que je souhaite, je pense, qu'un élément important chez nous aussi, c'est qu'évidemment, on préfère faire des propositions où les projets c'est des propositions fermes pour une négociation souple, donc plutôt qu'une proposition souple pour une négociation ferme. Et puis, si on pouvait enfin sortir de cette question du bon contemporain et constamment l'incitation au modernisme ou n'importe quoi, pour peut-être faire une architecture qui, à force de réglementation, à force de prescription, à force de savoir-faire, etc., devient parfois de plus en plus lisse et politiquement correcte. Bref, vous l'avez entendu, c'est de ma part peut-être un plaidoyer pour quelque chose d'un peu plus charnu, Rabelais, avec une dimension d'humour, et bref, que l'architecture puisse également garder la tête haute, et nous-mêmes également, et prétendre offrir quelque chose avec générosité. Oui, c'est une tapisserie qu'on avait réalisée dans ce cadre-là, notre agence, la tête haute, mesdames et messieurs, je vous remercie, et je vous propose, en guise de praline de fin de café, une petite vidéo de notre fameux château d'eau, d'un moment assez historique pour nous.
Merci, Björn, pour cette magnifique conférence. Je voudrais savoir s'il y a des questions. Et Björn spécifique, il répond à toute question en anglais, en allemand, en néerlandais, en français, dans la langue même. Ah. Parfait, on va revoir du vin. Du coup, je poserai bien une question. Une question à laquelle tu as déjà en partie répondu à la fin de la conférence, mais je voulais savoir jusqu'à quel point votre architecture est une démarche ou une démarche politique. Ce que tu entends en politique. Politique ou même l'idéologie, c'est peut-être un peu... Oui, enfin, quel point, je veux dire, ça c'est toujours évidemment, c'est une question un peu c'est dépendant évidemment de notre énergie et de ce qu'on a été observateur ou critique ou lucide d'une situation. Mais oui, il y a une question politique, c'est-à-dire dans la mesure où on construit quelque chose qui est le service d'eux pour quelqu'un, on estime que c'est fondamental pour nous en tant qu'architecte, d'avoir également une mission de conseil et de critique. C'est-à-dire, s'il y a un cahier de charge, si le postulat de base ne nous semble pas, entre guillemets, malin, notre devoir d'agir et de faire intervenir notre position. Et dans le sens politique, je veux dire, oui, le bâtiment a un rayonnement là-dedans, donc on s'interroge là-dessus. Je dirais qu'il y a une limitation. C'est une question de temporalité et de lucidité. Parfois on l'a, parfois on ne l'a pas. En principe, ça fait partie de nos exigences post-politiques. Ok, merci. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir. Je vous ai donné à manger 250 dires. Tout le monde est époustouflé. Et puis j'ai encore une dernière question qui est toujours une question qui est plutôt informative, mais comment vous travaillez au sein du bureau? Stratégie d'épuisement. Non, c'est que la mairie dégaine. Il y a plusieurs personnes, donc il y a des projets qui sont parfois plus portés par mon associé, plus portés par moi. Et puis autour, il y a les collaborateurs, et c'est un peu une émulation d'idée sur idée, de réaction sur idée, et puis effectivement un grand travail je dirais, de judo pour tester le projet, ça j'ai envie de dire l'épuiser, le tourner dans tous les sens pour vraiment vérifier si oui ou non il me semble qu'il apporte quelque chose. Ça c'est donc c'est un peu le circuit habituel, on a toujours la bonne intention et puis on fait une boucle pour y revenir. Voilà, c'est assez tumultueux, c'est rapide. Et ça passe par des productions, à la fois la 3D pour très vite vérifier, je dirais la poésie du centimètre, le travail de maquette, le travail de dessin pour la recherche explorative, et puis effectivement un travail d'écriture qui est stratégique et souvent très fort porté par Thierry. Merci. Ça va être pas mal. Là, je crois que il me reste seulement à te remercier encore une fois pour cette conférence. Merci. Et puis je voudrais remercier encore certaines d'autres personnes. Donc en premier lieu, notre premier partenaire qui est la Société Libre d'Émulation, avec qui donc, nous travaillons ensemble avec l'UFG. Je voudrais remercier le théâtre de Liège pour la salle que nous pouvons utiliser et la technique. Je voudrais remercier la ville de Liège pour son soutien à la communauté française
et aussi A+, de la revue d'architecture, pour le partenariat que nous avons avec eux. Donc, merci à tous, à vous d'être venus, et j'espère que vous venez aussi à la prochaine conférence, parce que n'oubliez pas que c'est un cycle, c'est une série, il y en a 4 au total. La prochaine, c'est le 17 novembre, vous pouvez déjà bloquer la date dans votre agenda. Il y a Anne Holtrop, architecte néerlandais, qui va venir donner une conférence. Merci beaucoup. Au revoir.